Ouais, on peut s'asseoir. Bonjour à tous. Merci. On est les derniers, je crois, avant le déjeuner. Donc, merci de rester dans la salle. Et on avait envie de vous partager avec Pierre-Alain un peu l'aventure Xiaomi, les débuts en France, et se dire, OK, quand tu lances un produit en France, comment tu penses C'est ça qui nous intéresse pas mal, en fait. À quoi tu as réfléchi comment ça s'est passé Quelles sont les premières briques que tu as mis en place et de notre côté, on voulait vous partager un peu aussi, mais ce qu'a fait Thibaut très bien de PlayPlay sur la partie, les vidéos, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on voit, et puis vous montrer un peu les vidéos qu'on a fait ensemble. Voilà. Et du coup, j'ai pas le petit. Ah ouais, Tu veux? Ouais, vas-y. Ok. Ouais. Donc Laure s'est présentée et moi je suis donc Pierre-Alain Ouard et je m'occupe du marketing chez Xiaomi. Alors oui, ça se dit Xiaomi, même si ça s'écrit Xiaomi. Quand on me demande ce que fait Xiaomi, je réponds que la question n'est pas ce qu'on fait, mais plutôt ce qu'on ne fait pas. En réalité, on a un catalogue produit qui est juste énorme. On a plus de 2000 produits sur le catalogue et moi-même, je ne suis pas capable de tout vous dire. Mais c'est assez large, ça va du stylo au smartphone, au projecteur, aux télé, bref, beaucoup de choses. C'est une entreprise chinoise qui fait partie des BATX, donc c'est l'équivalent des GAFA, mais en Chine. Donc c'est un truc assez gros et pourtant, on a été créé seulement en 2010. En 2017, on atteignait les 15 milliards de chiffre d'affaires. Alors pour se faire une petite idée de ce que ça représente, Google, ça leur a mis 9 ans pour atteindre les 15 milliards de chiffre d'affaires. Facebook, 12 ans, Amazon, 14 ans. Bref, à l'époque, en 2017, on était l'entreprise qui a atteint ce chiffre d'affaires le plus rapidement au monde. On a été dépassé par une petite boîte récemment qui s'appelle Uber. Je ne sais pas si tu connais. Aujourd'hui, donc en moins de 10 ans, on est le 4e plus grand constructeur de smartphones au monde, numéro 1 sur tout ce qui est wearables, donc bracelets connectés. Et en fait, on est la première entreprise d'objets connectés au monde. Et donc, on peut se poser la question, comment ça marche en France? Ça fait 1 an que vous êtes là, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, en fait, plutôt pas mal, puisqu'en 1 an, on est déjà la 5e plus grande marque de smartphone, on est la 2e plus grande marque de fitness, et on est les numéro 1 sur la mobilité. Donc, toutes les trottinettes qui vous ennuient un petit peu dans la rue à Paris, il y a une grande partie, c'est ma faute, et je suis désolé. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour avoir un démarrage si express, en réalité, alors qu'on n'avait que 4% de brand awareness à notre arrivée? Ça s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est qu'on fait vraiment de très bons produits à un prix qui est vraiment presque imbattable, puisqu'on a une promesse de ne faire que 5% de marge. Alors 5% de marge, c'est bien d'un point de vue consommateur, mais moi, le marketeur en moi, ça limite le budget, si vous voulez. Donc c'est un petit peu plus compliqué de conquérir de nouvelles audiences. Donc on a décidé tout simplement de capitaliser sur notre fanbase, les 4% qui nous connaissaient, et faire en sorte que le word of mouth, le bouche à oreille, se fasse. Et grâce à ça, en 6 mois, on est passé de 4% à 20%, ce qui est plutôt pas mal. Mais on a atteint une forme de limite, une certaine limite. Le bouche à oreille a ses limites, et il a fallu qu'on repense, même si on s'y attendait, on a repensé un petit peu notre stratégie afin de conquérir de nouvelles audiences. Et donc, du coup, on a décidé de construire une image de marque un petit peu différente de ce que fait les autres, vu qu'on n'a pas les mêmes armes, ça sert à rien de se battre sur le même champ de bataille. Donc, du coup, on a construit une image de marque qui est plus fun, plus décalée, plus provocatrice, plus incisive. Et on a favorisé des canaux de communication qui sont à fort ROI, en tout cas selon nous et selon notre expérience. À savoir des canaux de communication 2.0, des YouTube, des Facebook, des réseaux sociaux, etc. Et on a su, en partenariat avec Vertical Station notamment, s'adapter et adapter le contenu aux différentes plateformes que l'on visait pour pouvoir avoir une logique vraiment d'efficacité de coût, de conquête de cibles. Et je vais peut-être laisser du coup Laure nous Ouais, parler du reste. je peux continuer. Après, on va zoomer dans les vidéos. Mais on voulait vous partager. Je ne sais pas si vous connaissez tous Vertical Station, mais donc, on fabrique de nombreux contenus pour les réseaux sociaux. On est numéro 1 sur la partie brand content en France. On fait plus de 500 vidéos de brand content multiplateforme, 140 millions de vues sur nos médias, parce qu'on a différents médias. On a 2 activités. On a une activité média et une activité plus agence social media. Et en fait, aujourd'hui, on avait aussi envie de se dire que ça allait vous servir et vous montrer un peu ce que nous, on voit en ce moment, ce qu'on constate dans toutes nos datas et nos chiffres. Déjà, on a souvent fait des allers-retours entre utiliser des plateformes intermédiaires et depuis 2 ans, on fait vraiment de la publication en natif
sur chaque plateforme parce qu'en fait, elles vont tellement vite à s'adapter qu'on préfère dans nos équipes, on est 60, publier en natif sur chaque plateforme parce qu'on devient meilleur en fait en natif et on comprend bien les algos de chacune des plateformes. La deuxième chose, c'est ce que tu disais Thibaut sur le début des vidéos, choisir les 3 secondes qui retiennent l'intérêt des gens et les placer au début de la vidéo. C'est un énorme travail de sélection du storytelling et c'est pas à prendre à la légère. La DA, donc vraiment d'avoir un univers très identifiable dans vos vidéos, ça peut paraître bateau, mais en fait, l'idée c'est vraiment que vous ayez toujours le même calque et c'est un petit enjeu qui est assez important et qui est difficile à faire en fait. Donc c'est une DA identifiable sur chaque format et dans toutes les plateformes. On préconise le format vertical. Alors pourquoi ? En fait, le fait de faire du 9/16e va vous permettre de faire une multidiffusion beaucoup plus large et donc de vous concentrer sur le montage et moins sur le tournage. Donc pendant le tournage, vous allez penser votre script, vous allez tout penser dans vos équipes pour du 9/16e et ça va vous permettre d'aller faire plus facilement de la multidiffusion. Alors que sinon, vous devez faire un script carré, un script 16/9e, un script 9/16e, ce qui est évidemment ce que par exemple on a fait ensemble, mais dans une logique parfois d'aller vite, puisqu'on doit aller vite dans ce monde. Le 9/16e est le vertical, au-delà du fait que c'est une opportunité formidable pour le mobile, c'est aussi en fait une super opportunité pour mieux simplifier votre vie sur les tournages. Les formats Facecam, on voit du Facecam partout en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est du format vertical avec pas beaucoup de profondeur de champ. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup dans les réseaux sociaux du Facecam. C'est aussi ce qui plaît le plus aux communautés en termes d'engagement. Voir les visages des humains, voir les gens qu'on aime, voir les experts qui nous intéressent, c'est quelque chose qui est très important pour nous, les communautés, quoi. Les sous-titres intégrés, évidemment, puisque le sujet où le son, c'est quand même que 20% des gens qui le déclenchent. Et évidemment, toujours apporter de la valeur et éduquer, plutôt que de mettre votre promo directement. Donc quand on travaille, par exemple, des contenus, on va beaucoup faire des contenus inspirationnels et on rajoute, en fait, dans des messages pour des vidéos spéciales sur les ads, on va rajouter de la promo commerciale à la fin de la vidéo, mais on ne va pas mettre tout le message de la vidéo sur la promo commerciale. Voilà, je crois que c'était principalement le point. Et maintenant, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Du coup, Pierre, est-ce que tu veux expliquer un peu ce qu'on a fait ensemble et quels étaient les enjeux, à quel moment, voilà. Donc, on avait un produit, donc le Redmi Note 7, c'est un smartphone qu'on allait lancer. C'est un produit un petit peu héros pour nous, c'est un produit important. Et il avait une particularité, c'est qu'il avait un capteur photo de 48 mégapixels. Alors, c'est un petit peu technique, mais on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus facilement compréhensible par tout le monde. Et donc, on avait cette envie de faire une campagne, alors pas seulement YouTube, mais vraiment porter ce format un peu partout sur tous nos réseaux. Et c'est là où Vertical Station nous a été d'une grande aide et a vraiment su nous accompagner dans ce projet. Et peut-être qu'on peut montrer le film. Ouais. Ce sera plus simple. C'est parti. Donc, on va directement dans le film. C'est un des premiers films, c'est des petites capsules. Et là, il y en a un deuxième qui est un peu plus geekos. Et en fait, on les a pensés pré-roll YouTube et on les a déclinés ensuite dans différentes longueurs, différents formats, à la fois pour Instagram, à la fois pour Facebook, à la fois pour YouTube et pour les ads et pour de l'organique aussi.
Donc, le concept reste le même sur les films, comme vous avez pu le voir, mais on a quand même un tone of voice, on a une narration qui est légèrement différente, parce qu'on cherche à conquérir des cibles différentes en fonction des cibles. On avait par exemple le Basic Dad pour la première vidéo, et on avait une cible un petit peu plus technophile, un peu plus geekos pour la deuxième. Et on avait aussi fait une troisième vidéo pour on les appelle comment déjà, les On peut dire Instagrammeuse, comme ça. Instagrammeuses, voilà, ça dépend des termes de chacun. Et après, on a décliné avec des petits contenus en ads. Là, on a quelques exemples. Il y avait une vingtaine de contenus, hein, donc là, c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais partager sur les, peut-être, je sais pas, la diffusion ou les... Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a livré les contenus et vous avez fait les ciblages Oui. et les ads. Voilà. De votre côté, vous aviez ce que nous on fait, mais vous le souhaitiez l'apprendre dessus, tester, faire pas mal de tests là-dessus, quoi. Exactement. Alors, on avait fait une étude en partenariat avec Google et YouTube lors du Google Brand Lab pour pouvoir identifier quelques cibles qui étaient plus affinitaires avec notre marque et qui étaient plus facilement conquérissables. Et donc, du coup, parmi ces cibles, on avait en effet le Basic Dad, le Working Dandy, on avait quelques cibles comme ça. Du coup, ces concepts, ces publicités ont été pensés vraiment autour de ces cibles pour conquérir ces cibles. Et ensuite, on a pu A/B tester plusieurs types de formats avec plusieurs types de wording, à la fois sur YouTube et sur Facebook, pour, encore une fois, optimiser au maximum les coûts. En tout, on a eu entre 10 et 12 millions de vues, ce qui est pas mal, en tout cas pour nous et pour nos budgets. Mais oui, c'est vrai qu'on a internalisé la dépense et l'achat média, parce qu'on a une équipe qui est plutôt calée là-dessus. Mais Vertical Station nous a pas mal accompagné aussi, parce qu'ils ont des outils qui permettent, avec les panels notamment, de pouvoir déterminer ce qui sera le plus cost efficient en termes de médiatisation. Voilà, je crois que... Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et merci beaucoup.